Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 25 mai 2026, à Bruxelles, la vraie diaspora congolaise a pris d'assaut les rues de la capitale européenne. Une marche de grande envergure pour dénoncer haut et fort l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés pour dire non à la guerre et exiger des sanctions internationales. Sortie de la C4, nous sommes en politique nationale. Tous les projecteurs étaient tournés aujourd'hui vers le siège du parti UDPS. Face aux professionnels des médias, le secrétaire général Augustin Kabouya s'est livré à un exercice de clarification crucial lors de la sortie de la coalition C4 sur les enjeux, les alliances et les perspectives d'avenir. Et puis en santé, en Ituri, alerte maximale face à Ebola. Face à la résurgence du cas de la maladie à virus Ebola, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, monte au créneau entre cris d'alarme et campagne de sensibilisation agressive sur le terrain. L'autorité provinciale appelle la population à la vigilance extrême et au respect strict de mesures d'hygiène. Vous les suivrez dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres. À présent, leur développement. D'abord, cette information. Le changement de la constitution en République démocratique du Congo n'est pas seulement un problème des politiciens, mais aussi celui de tous les Congolais. Ce sont les propos du secrétaire général de l'UDPS lors de son point de presse tenu ce lundi 25 mai 2026 à Kinshasa. Augustin Kabouya a expliqué également le bien fondé de la création de la coalition des Congolais pour le changement de la constitution C4. Betty Galoula vous propose un extrait de son adresse aux médias. Nous, délits de presse, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays. Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche. Je ne vois pas là où nous avons dérangé le pouvoir de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème des politiciens tout simplement, c'est un problème national, il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place les C4. Suivi des chantiers à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est personnellement imprégné du niveau d'exécution de travaux routiers à Kinshasa. Le chef de l'État a effectué le week-end dernier une importante descente sur les terrains, parcourant plusieurs artères clés en pleine réhabilitation, notamment les avenues des Poids Lourds, Kabambar et de la Libération, ainsi que le site du Grand Marché, communément appelé Zando. Les tableaux du marché central lui a beaucoup déplu, dénotant un manque de réalisme après quelques années de travaux. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu.
L'avenue Rwakadingi, principale voie d'accès du Grand Marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Rwakadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Rwakadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent de pied ferme la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Maladie à virus Ebola, on en parle dans ce journal. Le gouverneur militaire de l'Itourie a alerté ce lundi sur une situation hors norme. Près de 970 000 déplacés repartis sur 61 sites, des aéroports fermés, des centres de traitement attaqués à Mangbalou et à Rwampara et des équipes soignants opérant en milieu de guerre. Dans cette province déjà éprouvée par des groupes armés, l'épidémie d'Ebola trouve un terrain de propagation idéal. Chaque jour perdu, a-t-il averti, rapproche Itourie d'une catastrophe. Écoutons-les. Nous allons parler de l'Itourie parce que, voilà, nous avons cette épidémie qui nous frappe, cette épidémie d'Ebola, mais ça n'est pas à sa première épidémie d'Ebola. Déjà en 2019, nous avions encore cette épidémie, mais seulement aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. Alors, c'est quel contexte aujourd'hui? Le contexte est que aujourd'hui, l'Itourie subit des violences avec la présence des groupes armés, et avec comme conséquence plus ou moins 61 sites de déplacés qui contiennent 970 000 déplacés. Et ces déplacés, parce qu'ils sont vulnérables, ils deviennent davantage vulnérables à cause de cette épidémie et de cette infodémie. Parce que, comme vous allez le remarquer, les populations qui sont dans les sites manquent, ne sont pas assez nourries. Il y a encore d'autres maladies, il y a la promiscuité. Et donc, face à cette situation, c'est une population qui peut tout accepter. Alors, nous demandons une riposte rapide pour épargner cette province de la catastrophe. Ainsi, nous avons des défis que je vais articuler peut-être en 3 ou en 4. Le premier défi, comme c'est une guerre, une autre guerre, et comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du personnel qualifié au matériel et aux intrants. Donc, aujourd'hui, en Itourie, nous attendons qu'on installe ce personnel le plus tôt possible. Vous savez que les aéroports ont été fermés, mais nous avons eu hier, nous avons eu l'assurance que peut-être d'ici là, ces aéroports seront rouverts pour cette installation, faciliter cette installation.
Dans le même chapitre, depuis l'actuelle réapparition de la maladie à virus Ebola, les inquiétudes se multiplient au pays. Curieusement, on assiste à une guerre des chiffres dans l'évolution de cette nouvelle vague signalée dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre souvenirs douloureux des précédentes flambées et crainte d'une aggravation de la situation, plusieurs analystes multiplient déjà sur les conséquences qui pourraient entraîner cette nouvelle résurgence avec ou sans manipulation des chiffres. Détail dans ce récit de Déborah Mpeti. Apparue pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo, la maladie à virus Ebola reste l'une des crises sanitaires les plus marquantes de l'histoire du pays. De l'Équateur à l'est du territoire national, plusieurs flambées ont déjà laissé de souvenirs douloureux au sein des communautés congolaises. Aujourd'hui encore, la résurgence de cette maladie ravive les inquiétudes. Signalées dans l'est du pays, cette nouvelle vague continue d'alimenter les débats au moment où les chiffres avancés autour de l'évolution de la maladie suscitent plusieurs interrogations. D'un côté, le statistique publié alimente l'attention de l'opinion. De l'autre, sur le terrain, les inquiétudes persistent et plusieurs interrogations se posent sur la réalité de la situation dans les zones concernées. Entre chiffres annoncés, évolution des cas et perception de la population, une question revient de plus en plus. Que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Cette situation rappelle à plusieurs Congolais les précédentes flambées enregistrées dans le pays, mais aussi les conséquences sociales, sanitaires et économiques que peut entraîner une crise sanitaire de grande ampleur, comme ce fut le cas avec la pandémie de Covid-19. Au-delà des statistiques, cette résurgence remet surtout en lumière une réalité. Ebola continue d'inquiéter et chaque évolution autour de la maladie reste suivie avec une grande attention. Alors que le regard reste tourné vers les provinces concernées, beaucoup espèrent voir la situation évoluer. En religion, chaque année, les fidèles kimbanguistes célèbrent la naissance de Salomon Dialungana, qu'ils considèrent comme le Messie noir né au Congo. À Kinshasa, cette commémoration a été marquée par des chants, des danses rythmées au son des fanfares et des tambours. Des milliers de croyants venus rendre hommage à cette figure. Au cours de cette célébration, un message des fidèles aux valeurs spirituelles a été lancé à ces fidèles à Kinshasa. Aaron Jovial Kankotimanga pour le détail. Au rythme des fanfares, des tambours et des cantiques religieux, les fidèles ont exprimé leur foi dans une atmosphère de ferveur spirituelle. Des processions accompagnées des danses à l'église kimbanguiste et des prestations de chorale ont ponctué cette journée de Noël. Au cours de la cérémonie, les responsables de l'église ont insisté sur la nécessité de préserver les valeurs spirituelles kimbanguistes, d'où ces messages du pasteur provincial de Kinshasa. La première ministre, chef du gouvernement, dans cette célébration, la ministre du Genre, Famille et Enfants, a exhorté les fidèles kimbanguistes à s'arranger derrière le chef de l'État pour la bonne marche du pays. mokonzi ya mboka maboko to soutenir ye pona mabongisi nyonso ya malamu oyo azana yango pona mboka na biso. À noter que pour les croyants kimbanguistes, Salomon Dialungana représente une figure spirituelle majeure, considérée comme le Messie noir venu du Congo. La célébration s'est poursuivie avec des prières collectives, des prestations musicales ainsi que des moments de partage entre les fidèles venus des différentes communes de la capitale congolaise, Kinshasa. À Bruxelles, pendant ce temps, la diaspora congolaise, la vraie, a été aperçue dans les rues de la capitale de l'Union européenne pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Des chants, des messages aux institutions européennes et à la communauté internationale ont marqué ce moment combien important pour la communauté congolaise vivant en Europe qui a profité de l'occasion pour démontrer son soutien au chef de l'État, aux institutions de la République et aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC.
Au Sénégal, 48 heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la démission du président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye a plongé davantage la scène politique sénégalaise dans une zone de forte turbulence. Derrière ces secousses inédites, depuis l'arrivée au pouvoir du tandem Faye-Sonko en 2024, plusieurs observateurs voient soit les signes d'une crise politique majeure, soit une vaste récomposition stratégique du pouvoir destinée à renforcer l'autorité présidentielle. Entre tensions internes, rivalité d'influence et réorganisation du régime, le Sénégal entre peut-être dans une nouvelle phase de son histoire politique. Décidément, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son désormais ex-premier ministre Ousmane Sonko ouvre une nouvelle zone d'incertitude politique. Moins de 48 heures après la démission du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, des tensions au sommet de l'État deviennent plus que visibles. 2 ans seulement après leur accession au pouvoir, le tandem qui incarnait l'espoir d'un nouveau démocratique africain semble désormais fragilisé par des rivalités internes et une lutte d'influence devenue difficile à dissimuler. Cette séparation pourrait avoir d'importantes conséquences politiques et sociales. Ousmane Sonko conserve une forte popularité auprès de la jeunesse et de la base militante du PASTEF. Son éviction risque donc de provoquer des divisions au sein du pouvoir, des tensions dans la majorité et probablement des mobilisations populaires. Pour des analystes, la démission d'El Malick Ndiaye montre également que la crise dépasse le cadre gouvernemental et touche désormais les principales institutions sénégalaises. À en croire certains observateurs, Bassirou Diomaye Faye chercherait à consolider son autorité présidentielle et à gouverner sans l'ombre politique de Sonko. D'autres y voient les premiers signes d'une crise plus profonde, susceptible d'affaiblir durablement la stabilité du régime. Cette situation intervient alors que le Sénégal était présenté depuis 2024 comme l'un des symboles du renouvellement générationnel du pouvoir en Afrique. Dans les prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner, soit une récomposition politique autour du président Faye avec un recentrage du pouvoir, soit une montée progressive des fractures internes pouvant conduire à une crise institutionnelle plus sérieuse. L'attitude des militants du PASTEF, de l'opposition et des institutions sera déterminante pour l'avenir politique d'un Sénégal désormais confronté à son premier grand test de gouvernance depuis l'alternance historique de 2024. Et en sport, à l'initiative de la Fédération congolaise de football, une rencontre a réuni Véron Senghou, président de cette institution, Véronique Singa et les délégués de la FIFA suite à l'épidémie d'Ebola et a perturbé certains déplacements vers les États-Unis d'Amérique. La FECOFA rassure au travers d'un communiqué que toutes les mesures sanitaires exigées pour les léopards ont été prises. Véron Senghou rappelle également que la majorité des joueurs et du staff évoluent en Europe. En réaction, la Fédération internationale de football, association FIFA, promet d'examiner la question du remboursement des billets déjà acheté par les supporters congolais. Pour finir, en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, Mamelodi Sundowns a remporté dimanche 24 mai la Ligue des champions de la CAF après son match nul face à l'AS FAR de Rabat sur un score d'1-0 en match retour de cette finale disputée au Maroc. Victorieux sur un score d'1-0 à l'aller. À Pretoria, les Sud-Africains ont su gérer leur avantage pour décrocher leur 2e trophée continental. Suivez. Porté par un public acquis à sa cause, l'AS FAR Rabat du Maroc a entamé la rencontre avec intensité et ambition. Les Marocains ont dominé la première période grâce notamment à un Mohamed Rimad très inspiré. Cette domination a été récompensée peu avant la pause avec un penalty transformé par ces derniers à la 40e minute de jeu, remettant les deux équipes à égalité sur l'ensemble des manches. Alors que les phares semblaient reprendre confiance, Tebo Mokoena a rapidement refroidi les espoirs marocains en réagissant pour les Sundowns. Plus solide tactiquement et expérimenté dans la gestion des grands rendez-vous, les Sud-Africains ont ensuite contrôlé la rencontre jusqu'au coup de sifflet final pour consolider leur avantage dans cette finale dans l'ensemble des matchs. Un sacre continental mérité pour les Sud-Africains qui confirment une nouvelle fois leur statut des géants du football africain. And the celebrations can begin. These are your new African champions. Mamelodi Sundowns, victors tonight.
Fin de cette grande édition du journal, je vous rappelle ses principales articulations. À Bruxelles, la vraie diaspora congolaise a pris d'assaut les rues de la capitale européenne. Une marche de grande envergure pour dénoncer haut et fort l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés pour dire non à la guerre et exiger des sanctions internationales. Sortie de la ST4, nous sommes en politique nationale. Tous les projecteurs étaient tournés aujourd'hui vers le siège du parti UDPS. Face aux professionnels de médias, le secrétaire général Augustin Kabouya s'est livré à un exercice de clarification crucial lors de la sortie de la coalition C4 sur les enjeux, les alliances et les perspectives d'avenir. Et puis santé en Ituri, alerte maximale face à Ebola, face à la résurgence du cas de la maladie à virus Ebola. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, monte au créneau entre cris d'alarme et campagne de sensibilisation agressive sur le terrain. L'autorité provinciale appelle la population à la vigilance extrême et au respect strict des mesures d'urgence. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'est complètement terminé avec cette grande édition du journal en ce 25 mai. Entre ferveur spirituelle et célébration de l'identité africaine, à toutes les familles kimbanguistes, joyeux Noël et à tous les peuples africains, bonne fête de l'Afrique. Que cette journée inspire paix, unité et espérance. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Merci beaucoup pour votre sympathique attention.